Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus à la session d'inspiration que j'ai le plaisir d'animer en direct. Je suis Sandra et nous allons aborder pendant les 40 prochaines minutes la question des TIC. Alors TIC, cela correspond à technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'ensemble des outils et ressources technologiques pour traiter l'information. Le thème central de cet atelier porte sur la question comment amener l'utilisation des TIC comme élément facilitateur et source de développement. Pour apporter tous les éclaircissements sur ce sujet, notre invité est informaticien, fonctionnaire, orateur, juriste, spécialisé en informatique du droit et en sécurité sociale. Et il est actuellement administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, une institution publique créée et conçue par lui, et de la plateforme eHealth, développée également par ses soins. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Frank Robben. Bonjour Frank, bienvenue. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Je vais directement commencer parce que j'ai beaucoup de transparents, mais ça vous laisse encore un peu de lecture par après si vous voulez entrer plus en détail. Donc je vais essayer à partir d'un exemple de la plateforme eHealth, des résultats qu'on a atteints, de vous indiquer quelques domaines d'attention qui sont importants quand on veut utiliser l'éthique comme méthode d'arriver à une utilisation chaleureuse, ça c'est mon titre. 2, je vais vous expliquer aussi un peu quand on le met en place, quels sont des points d'attention importants et alors conclure. Je peux me permettre juste une petite remarque ? Nous allons permettre à nos auditeurs de nous envoyer quelques questions sur votre présentation. Et donc, je voulais simplement vous dire que dès que vous avez une question judicieuse et pertinente qui vous arrive, n'hésitez pas, sur la plateforme, vous avez la possibilité de nous poser la question et nous y répondrons, si le timing nous permet, en fin de session. Voilà, je vous cède la parole volontiers. Merci. Voilà, donc, comme vous le savez, outre le capital humain, donc vous-même, les gens qui travaillent dans le secteur public, l'infrastructure, les moyens financiers, les informations qu'on gère sont des facteurs de production capitale. Donc il est très important qu'on les gère d'une bonne façon, sinon on ne va pas pouvoir fournir des services effectifs et efficaces aux citoyens, aux entreprises et aussi à nos propres collaborateurs. Ce qui est spécifique dans le secteur public et dans le secteur privé, on utilise beaucoup l'éthique pour avoir des avantages compétitifs. Ici, les citoyens, les entreprises attendent de nous qu'on collabore et qu'on utilise ces technologies pour avoir des avantages coopératifs, pour avoir des avantages stratégiques coopératifs. Donc, quels sont ces avantages stratégiques ? C'est la stratégie qui est mieux implémentée. Donc, par exemple, la protection sociale sera plus élevée, la qualité des soins de santé sera plus élevée si on le met en place d'une façon correcte. Il y aura un retour d'investissement plus élevé, moindre coût, rendement supérieur, avec des processus plus efficaces, une meilleure qualité des services, une satisfaction plus grande, naturellement, des utilisateurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, que ce soit nos propres collaborateurs. Si on l'implémente d'une façon correcte, une plus grande adaptabilité des services suivant les évolutions sociétaux ou scientifiques, et une base pour l'innovation beaucoup plus importante. Je vais vous d'abord donner un aperçu très vite d'où on est arrivé. Déjà après 10 ans dans le secteur de la santé, vous allez, quand vous le comparez avec la situation d'il y a 10 ans, c'est quand même des grands pas en avant pour tous les citoyens, pour tout le monde qui a des problèmes de santé en Belgique. Donc la plateforme est une institution publique fondée en 2008 et donc elle utilise l'éthique pour organiser un échange d'informations bien protégé entre tous les prestataires de soins en Belgique et les patients eux-mêmes. On est à une situation où quand je vais chez mon médecin, automatiquement, ou un autre prestataire de soins, automatiquement, il a accès à mes antécédents via un Summary Electronic Health Record, donc un dossier patient
l'essentiel de mon dossier patient. Il a mon schéma de médication. Il peut consulter les résultats d'examens dans les laboratoires cliniques, dans les hôpitaux. Il peut appliquer des guidelines sur ces données pour se laisser aider dans son analyse. Il peut prescrire de façon électronique. Il peut faire des lettres de renvoi. Et ça, en garantissant que ce sont seulement les prestataires de soins qui ont une relation thérapeutique avec le patient et pas les autres. Et c'est le patient lui-même qui détermine naturellement qui a une relation thérapeutique avec lui. Aussi sur le plan de l'administration, quand vous allez chez votre médecin, vous recevez plus un document que vous devez aller fournir à la mutuelle pour être remboursé. La création des attestations se fait par voie électronique. Si ce n'est pas votre médecin généraliste standard, vous allez par exemple à un poste de garde, le médecin va envoyer le rapport à votre médecin généraliste standard. Il y a des enregistrements. Si vous recevez un implant, etc., c'est fait automatiquement et tout à partir d'un logiciel que dont le médecin dispose. Et naturellement, il va mettre à jour aussi le résumé du dossier patient, le schéma de médication, etc. Donc, ce sont des avantages énormes dans la qualité des soins. Il y a plus que 18 milliards d'échanges de données, de transactions qui ont eu lieu en 2020. Donc, ça veut dire environ 1500 par patient. Ça évite, par exemple, quand votre médecin généraliste a pris du sang et laissé faire un examen, que si vous allez chez un spécialiste qui doit reprendre du sang, mais qu'il a directement accès aux résultats. Ça évite, par exemple, quand vous avez fait un choc il y a 5 ans sur un certain médicament, que n'importe quel médecin ne prescrit plus le même médicament et on évite... Donc, ce sont des grands avantages. Naturellement, c'est toujours trouver l'équilibre, comment est-ce qu'on les avantage et comment est-ce qu'on n'a pas les désavantages. Il va de soi que ça doit être très bien protégé, qu'il ne peut pas que n'importe quel médecin, ou des autres prestataires de soins qui n'ont pas de relation thérapeutique aient accès aux informations. Eh bien, pour arriver à cela, on a donc mis en place toute une plateforme de technologie où les données restent décentralisées auprès des médecins, auprès des hôpitaux, auprès des pharmaciens, donc pas de centralisation de données, où les logiciels pour les médecins et les hôpitaux sont faits par le secteur privé, mais où le secteur public, nous, on a fait un certain nombre de services de base qui permettent justement d'échanger ces informations de façon bien protégée. Donc, on a mis en place un système de gestion des utilisateurs et des accès qui garantit que ce sont que des prestataires de soins qui ont une relation thérapeutique qui ont accès. Après que le patient a donné son consentement éclairé au partage des données, on a des systèmes de cryptage où, quand les données sont échangées, que quelqu'un les intercepte ne peut pas les lire, ne peut pas les comprendre. On a des systèmes de redatage qui remplacent une signature papier. On a un répertoire de références, donc on ne centralise pas les données des contenus, mais on sait où se trouvent quelles données, de nouveau de façon protégée, sans pouvoir déduire de la pathologie. Enfin, c'est tout un nombre de services de base que les développeurs de logiciels pour des médecins, pour des pharmaciens, pour des hôpitaux peuvent alors utiliser pour faire en sorte que l'accès est bien contrôlé et que l'échange est bien sécurisé. Voilà, et donc, ceci pour vous dire qu'on ne peut arriver à ça que si on utilise l'éthique de façon vraiment innovative, et je vais vous expliquer quels sont un nombre de principes de base qu'il faut garder en tête sur ce plan-là. Parfois, ça peut être très disruptif, hein, donc... ça avancera, vous pouvez une fois comparer l'industrie de la musique et de la photo d'il y a 10 ou 15 ans et maintenant, tout se fait par voie électronique. Regardez les secteurs hôteliers avec Airbnb, etc. On va arriver à des véhicules autonomes dans le transport, etc. Donc, ça ne sert à rien de ne pas en tenir compte. Il faut en tenir compte, mais il faut le faire de façon intelligente. Et donc, ça peut aussi avoir des impacts sur des autres aspects. Quand vous avez des véhicules
autonome, comment est-ce que ça se fait sur le plan de l'assurance et qui est responsable en cas d'un accident, etc. Donc ce sont quand même des évolutions sociétales dont il faut tenir compte. Je vais beaucoup vous parler de la réutilisation de données et de mettre des choses ensemble. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, à l'école, je ne pouvais pas copier et je devais obtenir 50%. Dans la vraie vie et surtout dans ce monde-ci de technologie, je peux copier à volonté et on essaye d'avoir 100% de bons services pour les citoyens, pour les entreprises et pour les collaborateurs. Voilà, donc deux thèmes. Quels sont les choses importantes sur le plan utiliser l'éthique comme facilitateur et quelles sont les choses qu'il faut tenir en compte quand on les met en place. Voilà, donc sur le plan plutôt stratégique, l'utilisation d'éthique comme enabler, comme facilitateur, très important d'avoir à tous les niveaux de partager les ressources et de réutiliser des composants. On est dans le secteur public le dernier temps dans des situations où il faut beaucoup épargner. C'est beaucoup mieux d'épargner sur ce que j'appellerais la quincaillerie, le hardware et le software, et de faire en sorte qu'on a suffisamment d'argent pour avoir des gens qui utilisent ces systèmes, qui développent ces systèmes et qui mettent ça à disposition. Et donc, on a des grands programmes qui sont en place depuis un certain nombre d'années de partage et de réutilisation. Aussi bien sur le plan de l'infrastructure, aussi bien le matériel que les logiciels, les plateformes, avec des contrats de fournisseurs communs, avec une communauté, mais aussi à partager le savoir-faire, l'expérience, et aussi de réutiliser des données dans des sources authentiques. Et je vais vous mettre en exergue deux choses à ce plan-là, le G-Cloud et le portail Reuse. Donc G-Cloud, qu'est-ce que ça veut dire, ou le cloud computing en général, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu que tout le monde à son propre matériel et son propre logiciel de base, on le partage. L'ONSS, par exemple, il reçoit des déclarations des entreprises tous les 3 mois. Il y a des périodes de pointe, 20 jours ou 25 jours par trimestre. Ils ont beaucoup de déclarations qui arrivent, mais et naturellement, quand ils ont du matériel à eux, ils dimensionnent leur matériel et leur logiciel à ces périodes de pointe. Pendant les autres 70 jours, ce matériel n'est utilisé qu'à 35%. Ce n'est pas très idéal parce qu'on paye pour du matériel supplémentaire qu'on n'utilise pas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont un parc de moulins à vent dans leur jardin qui permettent d'avoir suffisamment d'énergie, même s'il y a peu de vent, pour mettre leur machine à laver, la machine de vaisselle, etc. Non, vous allez prendre de l'énergie, de l'électricité dans une centrale d'électricité et vous payez ce que vous consommez. Le cloud, c'est la même chose, mais sur le plan informatique. Les gens, les institutions publiques n'ont plus leur propre matériel, on le partage et donc on utilise, on paye ce dont on a besoin. Et ce dont on n'a pas besoin à un certain moment, ça peut être utilisé par des autres. On peut réduire environ de 40% le matériel et les coûts de logiciel en général si on fait ça de cette façon-là. Et donc ça, c'est le concept du cloud. On partage le matériel, on partage le logiciel, on paye quand on l'utilise et le coût total de cela diminue. Ça veut dire aussi qu'on a des spécialistes qui gèrent ces systèmes et que tout le monde ne doit pas avoir de spécialistes techniques sur tous les domaines. Vous voyez ici le portfolio du G-Cloud. Il y a un site qui existe là-dessus et donc il est très bien que toutes les institutions publiques, quand ils veulent utiliser les technologies de l'information, qu'ils se basent sur ces services en commun. Ça crée des synergies au niveau des achats, au niveau des services, au niveau du savoir-faire et au niveau des projets. Et donc, ça augmente la coopération, l'efficacité, la qualité et ça diminue fortement les coûts. Vous le voyez ici. On a, rien qu'en mettant cette infrastructure en commun dans le secteur social avec un certain nombre de services publics fédéraux, épargnés, et donc aucun effet sur le personnel, 38 millions d'euros. Et donc cette année, on s'attend à 50 millions d'euros en mettant cela ensemble. On veut
aller plus loin. Donc, on a partagé des choses sur le plan de l'infrastructure et des logiciels de base. On va maintenant aussi vers des synergies dans le domaine des composants métiers, des applications pour les citoyens, pour les entreprises et pour nos propres collaborateurs. C'est ce qu'on appelle des systèmes de API, Application Programming Interface. Ce sont des composants informatiques qui peuvent être mis à disposition, des blocs de Lego qui peuvent être réutilisés pour plusieurs finalités. Le G-Cloud est un système coopératif, donc toutes les institutions publiques collaborent et donc on a un comité de gestion de facto avec des représentants des différents types d'institutions publiques. Et il y a des centres de compétences, entre autres à la SBL SMALS ou dans des institutions publiques qui collaborent dans ce système. Il va de soi que le plus que vous utilisez ce système, pas seulement l'infrastructure et les plateformes, mais à la limite aussi les composants de base qu'on est en train de développer, le plus que vous allez avoir de l'avantage. Et donc tous les composants, comme je vous ai dit, qu'on fait, se trouvent dans un catalogue de réutilisation qui est ouvert à tout le monde, qui est public sur l'Internet. Donc, chaque composant qu'on fait. Donc, prenons par exemple, j'ai parlé de la plateforme YELT. On a un système de gestion des utilisateurs et des accès qui indique qui peut utiliser les systèmes et qui peut avoir accès à quelles données. Si le système est bien fait, il peut être réutilisé, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur social, dans le secteur de la justice, peu importe. Ce sont les mêmes concepts. Bien, au lieu de redévelopper chaque fois les mêmes choses, on les fait de façon générique, on les réutilise, et tout le monde peut, dans ce catalogue, retrouver les composants qui existent. Il est alors très important que, quand vous devez développer ou quelqu'un va développer, qu'il va d'abord voir s'il peut avoir des composants réutilisables qu'il trouve dans ce catalogue. Je compare ça avec une boîte de blocs de Lego. Vous voulez construire une petite maison de Lego, vous avez des blocs, vous ne devez pas les faire vous-même, vous pouvez les utiliser. Il est naturellement très important que les gens comprennent ça et qu'il y a aussi des réseaux humains qui sont utilisés au-delà parce que, ce sont des descriptions techniques parfois difficiles. Il est important aussi que les gens s'entraident sur ce plan-là et qu'il y a une culture. Donc, à la SMALS, par exemple, ou à la Banque Carrefour, ou à la plateforme YELT, chaque projet qu'on fait, les gens doivent vérifier ce qu'ils peuvent réutiliser. Voilà, vous avez ici l'endroit où se trouve ce catalogue de réutilisation et tous les composants que n'importe qui fait dans le secteur public devrait s'y trouver. Vous pouvez une fois aller regarder, je vous ai mis quelques screenshots là-dessus. Et rien qu'à la SMALS, l'année passée, on a de nouveau, en plus de ces 38 millions sur le G-Cloud, on a évité 13 millions et demi de coûts de redéveloppement. De nouveau, des coûts inutiles, c'est de l'argent jeté. Donc, et je crois aussi que les gens qui doivent développer, qui doivent concevoir les systèmes, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de pouvoir s'occuper avec des choses nouvelles que refaire le travail qui a déjà été fait par les autres. Je vous ai parlé de API, d'Application Programming Interface. Donc ça, c'est la façon technologique, comment on peut faire en sorte que ces services réutilisables soient appelés et qu'on peut assembler ces différents composants vers des applications de fond. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ce sont donc des composants de programmation, donc des parties de programme qui peuvent être appelées, qui sont standardisées. Je vous ai fait la comparaison avec des blocs de Lego que vous pouvez construire alors. Et donc, il y a dans ce système ce catalogue d'utilisation, il y a toute la description de ces petits services, de ces API qui peuvent être appelés, qu'est-ce qu'on doit leur donner comme information, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils retournent et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit utilisé de façon standardisée. Naturellement, il faut des standards, il faut que, si vous mettez deux blocs de Lego l'un sur l'autre, il faut que ça prend, donc il faut des accords sur cela, vous pouvez le lire, et de nouveau, énormément de réduction de coûts, diminution de la complexité, parce qu'on n'a plus de systèmes monolithiques, on a des systèmes qui sont
assemblés à partir de composants qu'on peut réutiliser. Et donc, on promeut la standardisation, on promeut la compétition entre prestataires de services informatiques et on va beaucoup plus vite dans l'innovation. Donc, j'ai vu ça, je suis responsable depuis un certain nombre de mois de toute la coordination en Corona. C'est grâce à des composants comme ceci qu'on a pu, par exemple, faire un PLF, Passenger Locator Phone, pour les gens qui reviennent en 2 semaines. Parce qu'ils ne devraient presque rien programmer, on réutilise les composants et on les met à disposition. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'avoir des public-private partnerships, parce qu'il y a aussi des composants qui peuvent être fournis par le secteur privé et l'inverse. Donc, ça génère des chaînes de valeur ajoutée de services intégrés. Il faut par exemple savoir, un citoyen, quand il déménage ou quand un enfant est né, etc., il veut un service intégré. Il y a un événement qui se passe, peu importe quels sont les différents services qui interviennent, il veut une fois déclarer que l'enfant est né, il veut une fois déclarer qu'il est en pension, il veut une fois déclarer qu'il est en chômage, il veut avoir tous ces avantages de façon intégrée. Vous comprenez, quand les services peuvent être assemblés, que c'est beaucoup plus facile. Un enfant est né, une fois c'est déclaré, de préférence par le médecin, automatiquement, la caisse d'allocation familiale le sait, la commune le sait, et tout le monde peut délivrer les services. On a déjà plus que 100 API dans le secteur e-health et plus que 200 dans le secteur social. Alors, il est très important, je vous l'ai déjà dit, d'alors utiliser ces composants et cette infrastructure commune pour avoir des services de bout en bout. Les gens ne veulent pas devoir aller chercher eux-mêmes partout les informations. Prenons l'exemple du portail e-health, e-santé, et prenons l'exemple de Corona. Si vous avez eu un test, vous voulez recevoir directement le résultat de votre test. Vous voulez consulter votre situation de vaccination, vous voulez automatiquement pouvoir informer des gens avec qui vous étiez en contact et vous voulez le faire à un endroit et pas à 5 endroits. Pas aller de portail à portail, etc. Et donc pour ça, il est très important que quand on met ces systèmes ensemble, qu'on part du point de vue de l'utilisateur, qu'il y a un contact unique quand ça s'avère nécessaire et que tout le reste suit automatiquement. Une personne handicapée, quand il reçoit ou elle reçoit une allocation pour personne handicapée, elle ne veut pas sortir avec 15 formulaires papier pour aller demander son tarif social, gaz, électricité, eau, son abonnement gratuit sur les transports en commun. Non, il veut que ça soit attribué automatiquement. Ces systèmes le permettent. Il faut donc, dans l'utilisation de ces composants, faire que ça soit utilisé dans une prestation de service de bout en bout, avec le client, avec le citoyen, avec l'entreprise et aussi avec le collaborateur interne en centrale. Voilà, ça veut dire aussi que tous les collaborateurs deviendront un peu des architectes d'information. Ils ne doivent pas connaître tous les détails techniques, mais ils doivent pouvoir savoir, OK, allez, si je veux rendre un bon service, je peux utiliser ça et ça et ça comme composant, ça existe. Donc, il est beaucoup plus facile. Donc, la gestion de l'information ne doit plus rester quelque chose pour les informaticiens et les technocrates, si je peux le dire ainsi. Il faut arriver à ce que les outils informatiques soient utilisés par tout le monde, utilisable par tout le monde, et que tout le monde, à la Banque Carrefour, aussi les gens qui sont à l'accueil, ils savent beaucoup mieux comment se fait un processus d'accueil. Ils co-développent sur le plan intellectuel et sur le plan fonctionnel les systèmes qu'ils ont besoin. Et donc, c'est un changement fondamental. C'est comme pouvoir lire et écrire, c'est pouvoir aussi savoir comment on gère l'information, pas avoir une connaissance technique approfondie, mais quand même s'intéresser à cette gestion de l'information et savoir que ces catalogues, etc., existent. Voilà, donc je vais passer ceci. Il faut aussi tenir compte qu'il y a beaucoup plus d'applications mobiles. Vous avez des applications sur votre smartphone, sur votre tablette, etc. Vous avez peut-être des wearables, vous avez Fitbit, où vous avez les patients qui ont des problèmes cardiaques, etc. Ils peuvent avoir des outils qui
qui suivent le rythme cardiaque, etc. Aussi, ces outils peuvent être utilisés pour donner de l'information utile au système, il faut en tenir compte. Alors, le dernier point d'attention que je voudrais vous expliquer un peu dans le cadre d'éthique comme facilitateur, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. C'est déjà, moi j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans en faisant des systèmes pareils. J'étais encore chercheur à l'université. Les choses n'ont pas vraiment changé, mais la capacité informatique et la vitesse des ordinateurs a grandi fortement et on est dans des réseaux, donc on a beaucoup plus de données qui sont accessibles. Et ça permet quand même des choses très intéressantes. Je vais vous en expliquer quelques-uns. Donc, par exemple, la traduction automatique, avoir des chatbots où des gens peuvent être aidés, donc le problème des helpdesk, etc., c'est très important. On a des systèmes de robotic process automation, et dans le cadre de Corona, de nouveau, il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans le chômage temporaire. Il y avait énormément de demandes aussi sur papier à la CAPAC, la caisse auxiliaire pour les occasions de chômage. On a mis des robots logiciels pour transformer les demandes papier dans le système informatique, au lieu qu'il y avait un tas de gens qui devaient recopier, que les gens devaient attendre leurs choses. Donc, c'est tout basé sur l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, le traitement automatique de langage naturel, donc pour faire des traductions, pour faire des classements de textes, etc., pour faire de la reconnaissance vocale. Vous voyez ici des interfaces conversationnelles. Et donc, pour vous donner deux exemples qui sont en application, vous trouvez, sur mon site, vous trouvez un exposé plus étendu encore avec des films, vous pouvez aller voir. Mais par exemple, il y a Chatbot Student at Work. Vous savez que les étudiants peuvent prester un certain nombre de jours de travail d'étudiants par an sans que leur employeur paye des cotisations de sécurité sociale. Pour savoir combien de jours ils peuvent encore prester, ils ont une petite application et ils ont un chatbot où ils peuvent le poser. Donc, ils posent la question de façon orale et le système leur répond. Vous savez que quelqu'un qui va travailler, que l'employeur doit déclarer ça avec Dimona, déclaration immédiate en embauche, on peut le faire aussi avec Google Assistant, avec un système où on fait ça de façon orale, de façon très vite. Il y a des systèmes d'apprentissage automatique, par exemple, dans le secteur de la santé. Il y a tout un nombre de dossiers papier, il y a tout un historique. Comment est-ce qu'on les structure dans le cadre de la plateforme Health et d'échanger les informations? Ça, c'est interpréter les informations. Il y a des systèmes de détection de la fraude où on va chercher vers des typologies de fraude dans des big data, etc. Donc, on utilise l'intelligence artificielle. Par exemple, l'Internet des objets. Donc, quelqu'un qui va travailler sur un chantier, au lieu qu'il doit encore introduire qu'il est là, il a un beacon, il a un petit dans son sac, et quand il y est, donc vous savez qu'il y a une réglementation qui dit, pour des raisons de sécurité, etc., et aussi lutte contre la fraude, que quelqu'un qui a un chantier pour construire une maison, etc., qu'il faut à chaque moment savoir qu'il est là, eh bien, ça se fait via des systèmes de cette façon. Alors, les 5 dernières minutes, et alors je vais laisser le temps pour vous poser des questions. Donc, jusque maintenant, je vous ai donné un certain nombre de domaines importants. Si on veut utiliser l'éthique pour arriver à des avantages stratégiques, quels sont un certain nombre de choses qu'il faut tenir en compte. Donc, partager, réutiliser, faire en sorte qu'on intègre les choses pour rendre des services de bout en bout, tenir compte d'un certain nombre de possibilités de l'intelligence artificielle, etc. Maintenant, quand on met en place ces choses-là, je constate quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien parce qu'on ne tient pas compte d'un certain nombre de principes de base. On implémente un nouveau logiciel, par exemple dans un tribunal, mais on a oublié que les gens sont formés juste avant que le nouveau logiciel est installé et pas 3 mois par après ou 3 mois auparavant. Il n'y a pas un helpdesk,
On n'a pas regardé que les débits des lignes de télécommunications sont suffisamment, etc. Et donc ici, j'ai mis sur un transparent les domaines quand on met en place, parce que c'est très bien de l'utiliser de façon stratégique, mais il faut aussi naturellement que dans l'implémentation, on tient compte que ça marche bien, que sinon ça crée une frustration terrible. Donc il faut, je vais le faire très vite, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes et pourquoi est-ce qu'on a fait appel à des services externes ou communs, Donc AAS, c'est as a service, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Je vous ai expliqué le cloud. Donc, on a des services là qu'on peut réutiliser. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes et qu'est-ce qu'on ne fait pas nous-mêmes? Je crois qu'il faut surtout, dans le secteur public, faire les choses nous-mêmes pour lesquelles nous sommes des spécialistes. Et c'est la conception des systèmes, c'est le contenu, pas ces choses d'infrastructure, etc. Naturellement, ça veut dire que les fonctions évoluent aussi. Je vous ai déjà dit, tout le monde deviendra gestionnaire d'informations. L'ICT governance, ça c'est un truc que je constate beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande quelque chose à celui-là, autre à celui-là, alors il y a des choses qui sont retournées, etc., des choses qui ne sont pas développées, et alors ça commence entre les informaticiens, ils ne connaissent pas tous les besoins business et chacun a son petit projet et beaucoup de désordre. C'est beaucoup mieux d'avoir un portfolio, de dire, OK, ça ce sont les objectifs stratégiques, ça ce sont les projets qu'il faut faire. On a un portfolio de programmes, on regarde ce qu'on peut réutiliser et que ça soit de façon structurée. Ça, c'est l'ICT governance. Donc, il faut préciser les objectifs stratégiques, gérer un portfolio, avoir des parrainages de gens. On ne fait pas l'informatique pour l'informatique. Ça peut être très cher si on doit faire du rework. Si on doit adapter tout le temps les choses parce qu'on les a mal conçues dès le début. Donc, il est très important qu'on fait attention aussi à ce que tout ce qu'on investit dans ces technologies, ça aide à atteindre, à réaliser les objectifs stratégiques. Alors, troisième point, c'est la gestion de projet. Un projet, c'est quelque chose qui est temporaire, qui a une date de début, une date de fin. Je vois beaucoup trop de projets qui continuent de façon éternelle. Et donc, il faut une bonne gestion de projet avec une indication, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel délai, pour quel coût. Et à un certain moment, il faut arrêter le projet et dire, voilà, c'est un service qui tourne, il tourne et continue à le faire tourner et on commence avec des autres projets. Je vous ai donné des exemples de documents pour initier un projet. Et naturellement, il y a différents projets, c'est ce qu'on appelle un programme. Et là, il faut voir quelles sont les dépendances mutuelles, définir des priorités, voir en sorte qu'il y a une architecture de base qui est bonne. Cette architecture de base, une architecture en couche, on appelle ça une Service-Oriented Architecture, où on a des données, on a des applications, on a des interfaces utilisateurs, et il faut bien, quand vous construisez une maison, et vous risquez de vouloir ajouter un étage dans 10 ans, il faut que votre architecte sait aujourd'hui que les fondations doivent être suffisamment importantes. C'est la même chose en informatique. Quand vous avez une application qui est accessible via un ordinateur ou via un smartphone, l'application peut être la même, mais l'interface utilisateur va être différente selon le smartphone ou l'ordinateur. Donc il faut faire ça en couche. On a les bases de données, on a les applications et on a l'interface utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle... Et donc ces différentes couches offrent des services de façon mutuelle. Et donc ça évite qu'il faut chaque fois, pour chaque application, redémarrer tout, redévelopper tout. Non, de nouveau, réutilisation, on a des composants qu'on peut réutiliser. Donc, si vous entendez the Service-Oriented Architecture, c'est ça qu'on dit. Avec des standards ouverts qui sont publics pour qu'il n'y ait pas de buy-in, de lock-in. On ne veut pas travailler rien qu'avec une firme informatique. On veut que tout le monde puisse, parce que plus qu'il y a de concurrence sur les prestataires informatiques, plus qu'on a des avantages financiers. Naturellement, si on est lié à une firme, ce n'est pas bien. C'est pour ça que tous ces standards doivent être ouverts, publiés et que les composants puissent être remplacés par des autres. Développement agile. Traditionnellement, quand on faisait
un programme informatique, on faisait l'analyse, alors le design, alors on l'avait le développé, alors on l'avait testé, etc. C'est une méthode en cascade. Le grand désavantage d'une méthode en cascade, c'est que vous avez l'analyse et 9 mois par après, vous avez l'application. Entre-temps, il y a des choses qui sont changées et personne n'a vérifié si c'était bon. Et donc, on a beaucoup de situations où le produit final ne répond pas aux besoins et aussi aux changements entre-temps. C'est pour ça que dans une méthode agile, on travaille on appelle ça des sprints de 2 semaines. On développe quelque chose et on le montre aux utilisateurs. On développe, on montre. Et donc, pendant la période de développement, ils voient ce qui se fait, ils peuvent rectifier les tirs et c'est beaucoup plus motivant naturellement parce qu'ils voient directement la valeur ajoutée. Donc c'est beaucoup plus visible, il y a beaucoup plus vite de business value et les risques diminuent. Alors quand on met en place, je vous ai donné l'exemple de la mise en place du nouveau logiciel dans un tribunal, il faut la gestion de services une fois que le projet est terminé, que le logiciel devient un service, il faut qu'il y ait du capacity management, il faut former les gens. Quand il y a un incident, il faut pouvoir en tenir compte. Sachez aussi qu'il y a des modèles internationaux de bonnes pratiques, ça s'appelle ITIL pour le faire. De nouveau, je ne vais pas vous expliquer, mais sachez que ça c'est important. Je veux surtout dire que si on utilise beaucoup de projets de technologie ratent parce qu'on ne met pas en place les bonnes méthodes. Et donc, je crois que c'est très important que vous les compreniez. Alors, dernière chose sur le plan du planning de personnel, je vous ai déjà dit, les fonctions vont changer graduellement. Tout le monde deviendra un peu architecte. Donc, il est très important aussi de savoir quelles sont les compétences qu'on a maintenant, quelles sont les compétences qu'on aura besoin dans le futur. Et donc, on a mis en place un système qui est utilisé dans nos services de planning de personnel, où on voit quelles sont les compétences qui sont actuellement présentes, quelles sont les compétences qu'on a besoin maintenant et quels sont ceux qu'on aura besoin dans le futur. Et donc, selon la situation dans laquelle on se trouve, il faut faire des politiques de personnel, de formation, etc. Appropriées. Voilà. Je vais m'en laisser là. J'ai parlé 5 minutes de trop. Je m'en excuse. J'espère que c'était quand même un peu à suivre, mais je voulais vous donner un aperçu global de ce qui était important. Voilà, merci pour votre attention et je vais maintenant essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, en effet. Nous allons passer à quelques questions. Nous en avons au moins une, que je peux lire ici. Donc, je vous la lis. Oui. La régionalisation, de mon point de vue subjectif, a créé beaucoup de problèmes. Y a-t-il projet de faire de la BCSS un outil partagé avec les régions et communautés, plutôt que de recréer des banques Carrefour régionales qui n'est pas efficace? C'est une très bonne question. Oui, on travaille déjà depuis 20 ans. Donc, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, on ne considère pas comme un organisme fédéral. Les organismes, les institutions régionales sont déjà connectées depuis toujours à la Banque Carrefour. Actiris, le Forum, le VDAB, l'ONE, la VIC, etc. sont connectés. Et donc, on essaye d'éviter naturellement des banques de données séparées et de travailler avec des sources authentiques. Donc, par exemple, la base de données authentique avec les données d'identification, c'est le registre national et tout le monde utilise le registre national aussi quand ce sont des institutions régionales. Même chose, les informations sur les temps de travail et les salaires, c'est à l'ONSS et tout le monde l'utilise. Je constate qu'au niveau des régions, il y a aussi des systèmes comme Digital Vlaanderen ou le réseau santé ou le réseau la Banque Carrefour de la Wallonie. Mais il faut tenir compte aussi qu'ils ont besoin aussi d'échanger des informations entre institutions régionales et pas simplement dans Donc, en fait, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, la plateforme, sont des intégrateurs de services verticaux, c'est-à-dire sur un domaine de compétences, la protection sociale, la santé. Il y a aussi besoin d'échanges d'informations entre secteurs, entre le secteur fiscal et le secteur social, par exemple. L'analyse des revenus pour les personnes handicapées et le revenu d'intégration se fait sur des informations fiscales. Et donc, pour ces choses-là,
les régions ont aussi mis en place des outils d'échange d'informations à leur niveau entre les secteurs. Je ne suis pas contre ça, il faut simplement éviter qu'on fait du double travail et on a des bonnes collaborations avec ces différentes instances. Merci beaucoup. Avons-nous une autre question que nous pouvons lui proposer? Non. Eh bien, on va mettre un terme donc à cette présentation. On vous remercie très sincèrement pour le partage de cette expertise sur le sujet. Vous avez rendu cette session très inspirante. Je vous souhaite une excellente suite de congrès. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et peut-être à bientôt. Merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir.